Donc, un stagiaire, un rapport concerne un seul stagiaire, c'est ça, non? Donc ici, on met 1,1. Et ici, on met plusieurs. Voici comment ça se lit. Un stagiaire a plusieurs rapports. Vous voyez que c'est simple de lire ça comme ça. Je peux se fatiguer avec mes risques. Un stagiaire a plusieurs rapports. Et quand on a un rapport, ça concerne un seul stagiaire. Donc ça, c'est une relation 1 à plusieurs. Maintenant, qui est le père, qui est le fils? Franklin, qui est le père, qui est le fils dans la relation-ci? Pardon? Rapport est le père. Comment tu peux dire ce genre de choses? Si je pas Jean, c'est Pierre. Le père, c'est celui qu'un père a plusieurs enfants. Donc, ça veut dire que le père, c'est stagiaire. C'est le stagiaire qui a plusieurs rapports. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on avait dit que lorsqu'on a en face de nous une relation père-fils, on a fait soit à une composition, soit à une agrégation. La composition veut simplement dire que quand le père est détruit, tous les enfants sont détruits. L'agrégation, ça veut dire que quand le père est détruit, les enfants ne sont pas détruits. Pour les nouveaux là, nous sommes en train d'utiliser la notation UML. N'a rien à voir avec mes risques. Notation UML, c'est une notation qui nous fournit un ensemble de métadonnées pour pouvoir représenter le réel perçu. Donc, ça veut dire que ça c'est là. Ça c'est quoi ici? C'est quel type de relation? C'est quel type de relation ici là? La composition. Donc, quand on représente la composition, voilà. Parce que, effectivement, si le stagiaire n'est plus là, s'il n'y a pas de stagiaire, il n'y a pas ce rapport. Donc, ça, c'est une composition. J'avais mis ça comment? C'est l'inverse. Donc, nous avons ces rapports qui composent. Comme ça. Donc, rapport compose. Rapport, c'est un composant de stagiaire. Ça, suivez très attentivement. Oh, suivez ici. Maintenant, on commence avec les vraies choses. Mais, ça pas sommeil, j'espère. C'est pas grave, à ça. Suivez maintenant attentivement. Lorsqu'on a fait ça, la prochaine partie, ça c'est ce qu'on appelle un diagramme de classe. Le diagramme de classe représente la structure interne de notre application. Tout ce que vous allez coder là doit être en rapport avec le dessin que vous venez de voir ici. Sinon, vous êtes en train de faire le désordre. Vous êtes comme un maçon qui n'est pas là à l'école, vous êtes en train de construire les maisons en désordre. Ça, c'est où se fait la séparation entre les professionnels et les gars du quartier. C'est que les gars là construisent sans plan. Ils n'ont pas de plan. Ils sont seulement là, ils tapent sur la machine, tac, 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 tac. Donc, nous avons en face de nous ici là une composition. Cette composition doit se répercuter dans les contrôleurs, dans le back-end, dans le repository, dans la base de données. Ça doit se répéter partout. Comment est-ce qu'on gère ça maintenant? Nous allons voir ça dans le code. Donc, nous avons d'abord deux entités ici là. Stagiaire et rapport. On commence toujours avec les entités. Donc, il doit créer une deuxième entité.
New Java File, classe. Je crée une deuxième entité qui va s'appeler rapport. Anol. Tente de fermer tes yeux avec cette beauté ici là. Donc, vous savez qu'une classe, selon les normes de Java, une classe commence par une lettre majuscule. Voilà donc la classe rapport. On se comprend. Mais ici, ce qui va se passer, c'est que il va envoyer son rapport. Il va envoyer un document. Quels seront donc les attributs du rapport? Une classe doit toujours avoir un identifiant. Ça vient, on hérite ça en fait de mérite. Private int ID. Après l'ID, il y a quoi? Private, non. Il y a le nom. Parce que souvenez-vous, il envoie un fichier. Parce que ici, là, c'est très important. Tous les gens qui gèrent les fichiers là, si vous ne suivez pas la partie ici, je vous assure, vous n'allez pas rendre le projet là vendredi. Vous voulez vous jouer. Ici, comme qu'est-ce qui doit s'enregistrer dans la base de données? Voilà. C'est là-bas où les choses commencent à devenir compliquées. On ne peut pas enregistrer un fichier dans une base de données. Pourquoi? À cause de sa taille. La base de données ne peut pas contenir En fait, la base de données MySQL a une limite au niveau de la taille. On peut enregistrer le texte, les nombres, les strings, les adresses, tout ça, les dates. Mais quand on arrive sur les fichiers, un fichier peut peser minimum combien? Je parle à des gens qui font le réseau, le gel. Vous ne connaissez pas la taille d'un fichier. Mais c'est combien? Donnez-moi une taille. Et les fichiers 180, non? C'est de l'ordre de combien? De l'ordre de quoi? De l'ordre du kilo. Kilo, méga, si on a trop fait, peut-être c'est méga. Là, ça veut dire que ça pèse beaucoup. On ne peut pas enregistrer ça dans la base de données. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les applications font maintenant pour récupérer les fichiers? Et ton application doit récupérer le fichier, non? Avec la photo, tout ça. Tente de stocker. En tout cas, si tu veux stocker dans la base de données, tu vas voir ce qui va se passer. Donc, on ne va pas stocker ça directement dans la base de données. Qu'est-ce qu'on va donc faire? Ce qu'on fait, c'est que on va créer un dossier dans notre projet. Le dossier là va nous servir à récupérer le fichier qu'il a envoyé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on va créer un dossier. Les dossiers là, généralement, on les crée dans Resources. On va les voir tout à l'heure. C'est là-bas où on va enregistrer le dossier là. Le fichier là en question. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour savoir que le fichier, si c'est pour tel élève? C'est grâce au titre du fichier. Donc, on va faire en sorte que quand on reçoit son rapport, on change le nom du titre là. On met son nom. Ça, c'est ce qui va se stocker dans la base de données. Mais lui ne va pas voir que le titre du rapport là, c'est... En fait, le nom du fichier là, c'est son nom. Lui, il voit simplement son fichier. C'est nous qui changeons le nom du fichier. Donc, on va dire que le rapport aura... Bon, avec un titre. On n'a pas besoin du contenu. Donc, voici les deux informations qui vont être gardées en base de données concernant le rapport. Donc, on aura dans la base de données, j'ai dit qu'on ferme les machines. Dans la base de données, on aura une table rapport. La table rapport là va avoir l'ID et le titre du rapport. Mais jusque-là, notre back-end n'est pas informé de la relation-ci. Comment est-ce qu'on matérialise la relation-ci dans le back-end? Parce qu'on va matérialiser ça dans le front, dans la base de données, c'est facile, non? Comment est-ce qu'on représente la relation-ci dans la base de données? Dans la base de données, comment est-ce qu'on représente ce type de relation?
Hein? Et 18 dans la base de données. Comment est-ce qu'on représente la relation si dans la base de données? Vous-même, vous n'avez pas fait les gens. Vous faites, vous ne faites, vous êtes des informaticiens. Pour représenter cette relation-ci dans la base de données, l'ID du stagiaire va aller dans la table rapport. Non, c'est ton nom qui passe l'acte de naissance de ton père. Mais c'est le nom du père qui vient sur la naissance de l'enfant, non, c'est pas ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, on est en train de dire que l'identifiant du stagiaire va venir comme un attribut. Mais c'est ça que c'est stagiaire le père, non? Ça veut dire que le nom du père va avec le nom de l'enfant, c'est pas ça? Ça veut dire que l'ID de stagiaire va aller dans la table rapport. C'est comme ça qu'on représente une relation père-fils dans la table, dans la base de données. Donc, dans la base de données, ce qui va se passer, c'est que la table rapport va recevoir un ID, un attribut, une clé étrangère. C'est ce qu'on appelle une clé étrangère. Si vous voulez dormir, vous allez choisir la mauvaise heure et le mauvais moment pour dormir. Je vous dis, vous allez coder, non? Donc, la table rapport va recevoir un nouvel attribut. L'attribut là va être l'ID du stagiaire. De telle sorte que quand on voit un rapport, on voit quoi? On voit l'ID de la personne. Et quand on voit l'ID de la personne qui a ce rapport, on peut connaître le rapport de la personne. On peut connaître la personne qui a ce rapport. C'est la même chose avec les reçus. Quand vous voyez le reçu là, un reçu, c'est un agrégat de plusieurs tables. Dans le reçu, vous avez l'ID de la personne qui a le reçu. Vous avez les produits qu'il a passés. Les produits là viennent de la table produit. Et vous avez aussi les informations elles-mêmes du reçu. Donc, on a agrégé plusieurs données pour former. Vous voyez le reçu, les informaticiens, eux, ils voient un agrégat de tables. Donc, voilà comment on va gérer la relation entre stagiaire et rapport dans la base de données. Maintenant, dans notre code applicatif, comment est-ce qu'on va gérer ça dans le back-end? Comment est-ce qu'on va gérer la relation entre stagiaire et rapport? De telle sorte que notre back-end connaisse que stagiaire et rapport. Il dit, Roméo, qu'est-ce que ça arrive? Donc, si tu viens ici, là, tu sors comme tu veux, tu viens quand tu veux, c'est ça. En tout cas, on va gérer en ligne. Pas d'abord, je ne veux même pas d'abord, je suis en ligne ici, là, maintenant. Donc, comment est-ce qu'on va gérer, surtout au niveau de la relation dans le back-end? Pour gérer cette relation dans le back-end, ce qui va se passer, c'est quoi? On va créer quoi? C'est une composition. Ça veut dire que si on détruit le stagiaire, on a détruit les. On va créer un objet de type rapport dans la classe stagiaire. Donc, ça veut dire que, et voilà, je viens dans stagiaire, j'ajoute comme attribut du stagiaire, quoi, le rapport. Voilà. Donc, quand je fais ça, donc, ça veut dire que quand j'ai un stagiaire, j'ai un objet rapport qui lui est associé. Bon, je dois ajouter également secrétaire et secteur. Bon, voilà, dans la classe rapport, voilà, vous connaissez déjà tout ça. Le constructeur vide, le constructeur surchargé, les guetteurs et les secteurs.
Donc, à ce niveau, on a deux classes, stagiaire et rapport. Et on a représenté la relation sur la composition en créant dans stagiaire un nouvel attribut qui est rapport. Je ne sais pas s'il y a les... Voilà. Pardon? Dans la classe rapport, on a... Voici ceci, non? Non. Puisque, en fait, c'est une bonne question, moi, on va ça, parce que dans stagiaire, il n'y a pas besoin de faire le constructeur qui prend le rapport, parce que le rapport est créé ailleurs. Le rapport n'est pas créé dans la classe stagiaire. Le rapport est créé dans la classe rapport. Maintenant, la classe stagiaire, c'est simplement faire le lien, le match. Parce que dans la suite, je vais par exemple permettre à un élève de soumettre son rapport. En fait, voilà, c'est la fonctionnalité qu'on veut développer. La fonctionnalité qu'on veut développer, c'est permettre à un stagiaire, permettre à un stagiaire de soumettre son rapport de stage. Donc, comment est-ce qu'un stagiaire va utiliser l'application pour soumettre son rapport de stage? La fonctionnalité là qu'on va développer. Vous allez voir que même le diagramme de classe dicte comment est-ce que le front-end doit être. Donc, on a les deux entités, notre back-end est déjà informé. C'est bon. Bon, finissons une fois avec la table, avec la base de données. C'est-à-dire, créons la table rapport. C'est ça. Donc, je passe sur container. Je crois que j'ai mis le mot de passe là. J'ai oublié le mot de passe. Oh, c'était ça. Ah, il faut oublier, c'est bon. Le mot de passe. Quand on oublie le mot de passe, c'est la guerre. Oui, il va falloir que, parce qu'il faut comprendre comment, il va falloir comprendre que pour redémarrer, en fait, il va falloir reset. Non, non, tu ne peux pas dire ça, la machine n'a jamais tort. Donc, maintenant, je crée d'abord la table là. Et ensuite, vous devez savoir que quand je crée la table là, je dois préciser il doit utiliser, quoi là? Une clé, qui est une clé étrangère. Vous connaissez les gens qui font GL là, pardon, donnez-moi la requête. Si vous ne me donnez pas la requête là, vous ne faites pas GL. Je vous dis ça, si vous ne me donnez pas la requête, vous ne faites pas GL. On ne sait pas comment on met une clé étrangère, on crée une table, on met la clé étrangère dans la table là. Vous faites quoi? La requête, c'est quoi? Les gens qui font GL là, donnez-moi la requête. Oui. Oh. Faites ça directement quoi? Donne-moi la requête SQL, il dit que sans taper. Oh, il fait génie logiciel, génie logiciel. Mais rien, ne faites même pas le génie logiciel. Vous ne comprenez même pas la base du génie logiciel, vous ne faites pas ça. Quelle est la requête pour créer une table et mettre un attribut code de clé étranger dans la table là? Vous connaissez le format d'une requête. Là, c'est regarde. Create table. Vous connaissez comment les bases de données sont construites? Ouais.
Vous connaissez la filière que vous avez choisi, les enfants. Ça, c'est le B à bas. Hein. Ça, c'est le B à bas. Create table, rapport. Vous dites créer la table rapport. Ensuite, on ouvre les parenthèses. On donne le schéma de la table là. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle un schéma. Dans le schéma, on précise quoi? Dans une base de données, on a trois types de langages. On a le langage de création, le langage de définition des données, le LDD. C'est très important, même pour vous aussi. Le LDD, c'est le langage qu'on utilise pour définir la structure des données. Nous avons le langage, le LMD, le langage de manipulation des données. Le LMD, le langage qu'on utilise lorsqu'on veut manipuler les données, faire une insertion, faire une suppression, faire une recherche, un select. Donc, lorsqu'on veut créer, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'utiliser le langage, le LDD. Je suis en train de définir la structure des données. Parce qu'il doit créer une table et définir la structure de la table là. Create table rapport. Je donne maintenant, quelle est la structure de la table rapport? Yeah. ID. Oui. Non, c'est comme ça. C'est d'abord, on met l'ID, on met le nom de l'attribut, son type et sa contrainte. ID, c'est un varchar. Qu'est-ce qu'il dit? Un int. On a mis le nom de la variable, on a mis le nom de l'attribut, on a mis son type. Maintenant, on met la contrainte. La contrainte, c'est que c'est une clé. Il existe plusieurs types de contraintes. Primary key. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte qu'on ajoute, c'est quoi? Ma machine plante souvent. Ouh, peut-être ça va planter. Ça va planter. Oui. Ça, c'est la première contrainte. Une contrainte, c'est quoi? C'est une condition, c'est une règle que l'attribut doit respecter. Donc, on a précisé la première contrainte, c'est que c'est le primary key, et maintenant, on va dire que c'est auto-increment. Bon, c'est pas ça, c'est une contrainte vraiment. Là, on a fini avec le premier attribut, on met la virgule, on passe au second. Ici, c'est, on a dit l'ID, après l'ID, c'est quoi? On va mettre titre, c'est un varchar, Est-ce que ça a une contrainte? Not nul, la contrainte, elle avait dit que quoi? On ne doit pas rester vide, on ne doit pas avoir un rapport qui n'a pas de titre. Not nul. Voilà. Maintenant, c'est ici là que les choses vont un peu se corser. Ici, là, maintenant, on met quoi? Qu'est-ce qu'on doit mettre pour spécifier la clé étrangère? Donc, quel est le texte que je dois mettre ici, là? Daniel, donne-moi le truc, là. On met l'ID devant et on dit, je vais mettre ID stagiaire. En fait, je donne le nom que je veux. Je vais mettre ID stagiaire. Mais dans la table stagiaire, je n'ai pas dit que ça s'appelle. Ça va être seulement mis ID. Je vais dire ID stagiaire. Le type c'est int. Oui. En bas, on met. Non, référence. Foreign key.
pour dire que c'est une clé étrangère. Oui, c'est la clé étrangère de ID. De ID. Non, là-bas, j'ai mis ça stagiaire. Donc, je suis en train de dire ID stagiaire. Je suis en train d'ajouter un attribut dans la classe, dans la table rapport. L'attribut là s'appelle comment? ID stagiaire. L'ID stagiaire là, c'est la clé étrangère. C'est la clé étrangère qui représente la clé qui est dans la table stagiaire. Foreign key ID stagiaire. Oui. Référence. Voilà, on met dans le nom de la table ici là. Voilà. Ça fait référence à la table, ça fait référence à l'ID de la table. C'est toi qui as voulu faire ça en deux lignes. On peut faire ça en une ligne. Il y a deux façons de le faire. Soit il fait ça comme ça, soit il fait ça sur une seule ligne. C'est-à-dire quand il met ID stagiaire int, il met directement référence stagiaire ID. J'ai mis la virgule ici là. Ah, j'ai pas mis la virgule là. Donc là, tu as utilisé le format qu'on cite les attributs et après on part donner les contraintes en bas. Donc on peut directement citer les attributs et mettre les contraintes. Voilà la requête SQL qui doit être écrite. Ça, c'est le langage SQL. Est-ce que tu suis ça, Lionel? Ce langage SQL ici là. Tu as fait SQL dans ta vie. Tu as entendu parler, c'est bien comme tu as entendu parler. Donc je lance la requête. OK. J'actualise. Voilà. Vous allez bien voir ici là que voilà, j'ai une clé étrangère. Vois-tu comment la clé étrangère s'affiche? Ça s'affiche avec une clé grisée. Ça veut dire que dans rapport, nous avons une clé étrangère et la clé est représentée comme ceci. On peut aller dans la vue du concepteur. Vous allez voir qu'il existe effectivement une relation entre les deux là. Donc voilà ça. Voilà la relation entre les deux. Rapport et stagiaire. Donc l'ID qui est ici là, c'est la même chose qui est ici. Mais là-bas, j'ai appelé ça ID stagiaire. Or ici, j'ai appelé ça ID. Mais les deux contiennent exactement la même valeur. Donc voilà comment j'ai représenté la composition dans ma base de données. Et dans mon code, elle est représentée simplement dans la table. Maintenant, vous voyez que dans le code, c'est l'inverse. Je crée une entité rapport dans stagiaire. Parce que quand je détruis le stagiaire automatiquement, comme rapport à l'intérieur, rapport va aussi se détruire. Je ne vais pas mettre stagiaire dans le rapport, non. Parce que quand elle veut supprimer le rapport, ça va aussi supprimer le stagiaire. Non, c'est pas ça. Oui. Non, parce que là maintenant, ça c'est une question front-end. Je veux plus attentivement ce que nous sommes en train de faire. Soyez sages. Voyez-vous déjà comme si vous êtes en train de coder la fonctionnalité ici. Sinon, moi je vais disparaître. En tout cas, vous avez un chef de projet qui est très brillant. Lui qui va gérer les retours. Voilà, on n'a pas besoin de faire ça. Et regardez bien ceci. Dans le constructeur du stagiaire, je n'ai pas mis rapport. Parce que si je mets rapport dans le constructeur, ça veut dire que quand il veut créer un élève, un stagiaire, automatiquement, on met son rapport. Or, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, maintenant, on doit passer au service.
Le service, c'est lui qui représente textuellement la fonctionnalité. Un peu comme tout ce que je vous ai dit tout à l'heure là, toi tes fonctionnalités. C'est dans le service que tu représentes les fonctionnalités là. Donc ici, on va créer, pour la première fois, on va faire un nouveau service. Le service là ne va porter le nom d'aucune classe. Donc on va dire, je vais créer un service. Le service là, c'est une fonctionnalité. Je vais créer ici, fais un clic droit, New Java File, c'est une classe. Je vais dire ici là, add rapport. Non, on va appeler ça stagiaire. Le service là, ça s'appelle stagiaire rapport. Vous voyez qu'on utilise les noms qui sont très logiques. Donc, on comprend que dans le service, c'est lui qui va attribuer le rapport. En fait, c'est la fonctionnalité qui va attribuer le rapport à un stagiaire. Donc, vous voyez que même le service, c'est une classe. En fait, comme nous sommes dans un langage orienté objet, tout ce que vous faites, ce sont des classes. Donc, les classes, c'est un peu comme le PowerPoint. On fait tout avec le PowerPoint. On fait la fondation avec, on fait les murs avec, on fait les vérandas avec, tout. Maintenant, c'est la façon dont vous allez l'utiliser qui donne vraiment lieu à à ce que vous êtes en train de faire. Donc, dans ce service, on doit avoir, le service communique avec quoi? Le service communique avec bien vu ça. C'est ici, non? Dans le modèle que nous avons vu, le service communique avec la DAO. On a dit que le service fait le contrôle de l'intégrité. Et la DAO fait le stockage. Lorsque l'intégrité des données est respectée, on peut maintenant stocker ces données dans la base de données. Est-ce qu'on se comprend? Pour faire communiquer deux couches, qu'est-ce qu'on fait? On crée un objet de type DAO dans un service. Et là, maintenant, je vais même créer une nouvelle requête SQL pour pouvoir faire le stockage là. Parce que au niveau du code SQL, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va activer la fonctionnalité là, qu'est-ce qui va se passer? C'est typiquement ce que vous devez penser ça à tous les coups dans la base de données, dans le back-end. Quand on va stocker, quand on va attribuer un rapport à un élève, qu'est-ce qui va se passer dans la base de données? Quand l'enfant va cliquer sur la fonctionnalité là, que voilà ça que j'ai généré mon rapport. Qu'est-ce qui va se passer dans la base de données? Très bien. On va avoir un enregistrement, une occurrence, rapport qui va être créé dans la table rapport. À cette occurrence-là, maintenant, on va attribuer l'ID de celui qui a envoyé le rapport. Donc, en fait, la fonctionnalité, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quel type de requête? Pardon? Elle fait un insert. C'est parfait. Elle fait un insert. Maintenant, elle insère dans une seule table. En fait, on va dire qu'elle fait même d'abord deux choses. Elle va d'abord récupérer l'ID de la personne et faire un insert. Donc, finissons même une fois là-bas, dans le repository. Donc, chaque fonctionnalité, le secret qu'on devait comprendre ici, c'est que chaque fonctionnalité a droit à une requête qui doit être exécutée. Vous devez être proactif quand ils sont en train de parler. Vous ne parlez, vous ne notez même pas. Vous devez même comment? Vous allez que dehors, il bave même. Ah, tu dors pas comme ça, William. Il ne dort pas. Brigitte. Chaque fonctionnalité est une requête qui s'exécute. Donc, quand tu as une fonctionnalité devant toi, tu dois toujours penser quelle est la requête qui s'exécute derrière la fonctionnalité là. Parce qu'il n'y a pas une requête, ça veut dire que la fonctionnalité là est simplement front-end.
Elle ne touche pas la base de données. Quand quelque chose que tu développes va toucher la base de données, c'est une requête que tu dois faire. Donc ici, on doit préparer la requête là. On va préparer au sens du terme comme on prépare souvent nos requêtes. Hein? Donc la requête qui va s'exécuter derrière la fonctionnalité là, c'est quoi? On vient dans le repository. Donc dans le repository, j'avais déjà 2 requêtes dans l'ancienne vidéo. Donc ici maintenant, je vais ajouter une requête de plus. C'est ça. Donc maintenant, on va créer la requête là. Une requête, c'est quoi? Comment est-ce qu'une requête est représentée dans le code Java? Par quoi? Une requête, c'est une méthode. J'ai dit qu'une requête, c'est quoi? Une requête, c'est une méthode. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement. Je suis en train de planter, c'est devenu lent. Si je prends la machine, on te percevait tout recommencer le projet. Hmm?